Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le NSDAP s'est rassemblé une nouvelle fois à Nuremberg et que Mussolini a visité le Reich, et nous allons reprendre là. Pour ce mois d'octobre 1937, invitation de l'Aga Khan III par Goebbels. L'Aga Khan, c'est le 48e imam des Ismaéliens Nizarites. C'est un Pakistanais et en cette année 1937, il est président de l'Assemblée générale de la Société des Nations. Également pour ce mois d'octobre, visite dans le Reich de Yoshinori Futara, fondateur des Boy Scouts japonais. Il est reçu par Baldur von Schirach à Brême. Donc, rappel, Baldur von Schirach, c'est le chef des jeunesses hitlériennes. Des membres des jeunesses hitlériennes seront invités au Japon et des membres de la jeunesse de Tokyo seront invités en Allemagne. Et encore pour ce mois d'octobre, des responsables de l'aéronautique et des officiers de la Luftwaffe visitent les escadrilles de chasseurs et de bombardiers de la RAF, ainsi que les usines et les centres d'entraînement, suite au rapprochement RAF-Luftwaffe, comme vu dans les vidéos précédentes, début 37. Également, une autre visite pour ce mois d'octobre, le roi Boris III visite également le Reich. Le 2 octobre, visite de Eichmann à Haïfa pour négocier l'immigration des Juifs avec la Haganah. On pourra dire qu'à cette occasion, il y aura la naissance de l'ancêtre du Mossad tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour information, l'ancêtre du Mossad existe déjà, mais plus en tant que défense, et là, c'est plus en tant que service de renseignement. Ils travailleront main dans la main avec les services de renseignement de la SS pour faire passer les Juifs en Palestine au nez et à la barbe des Britanniques. Le 3 octobre, à l'occasion du festival de la récolte de Buckeberg, Hitler parle du retour prochain des colonies allemandes. À cette même date, arrestation du pasteur Paul Schneider, connu pour ses oppositions au régime. Il sera interné à Buchenwald le 27 novembre 1937 et assassiné le 18 juillet 1939. Le 5 octobre, dans un discours de politique étrangère, Roosevelt demande une mise en quarantaine internationale contre les nations agresseuses. L'Italie contre l'Abyssinie, le Japon contre la Chine, l'Allemagne pour son refus du traité de Versailles. Hitler est irrité parce que la Russie n'est pas mentionnée dans les agresseurs. Hitler pense que ce discours est dû au gros taux de chômage aux États-Unis et qu'il cherche une échappatoire économique dans des commandes d'armement, parce que pour l'aval du Congrès, il lui faut l'opinion publique de son côté. C'est ce que Hitler pense de ce discours. Le 13 octobre, le Reich garantit l'intégralité et l'inviolabilité de la Belgique suite au retrait belge de l'alliance avec la France et la Grande-Bretagne. Le 17 octobre, à Telplitz, en Tchécoslovaquie, affrontement entre la police et les Allemands des Sudètes du parti de Konrad Heinlein. Montée en tension entre Prague et Berlin. Entre le 20 et le 23 octobre, exactions antisémites à Danzig. Généralement des vitres brisées. Un peu du style Nuit de cristal. En effet, Danzig est déclarée ville libre en 1920. Elle est devenue une plaque tournante de l'immigration juive est-européenne outre-Atlantique. Le 21 octobre, avec la prise de Riron, les troupes de Franco tiennent tout le nord de l'Espagne. Reddition en masse de soldats républicains. À cette même date, à Danzig, le parti Zentrum est interdit. Le NSDAP est le seul parti de la ville. Le 22 octobre, le duc de Windsor, ex-Édouard VIII, et sa femme sont reçus au Berghof par Hitler. En effet, ils sont en visite en Allemagne
pour une durée de 13 jours et reçoivent un accueil réservé aux dirigeants en exercice. L'ancien Édouard VIII est profondément anticommuniste. Le 30 octobre, le gouvernement du Front populaire espagnol quitte Valence pour Barcelone, car la frontière des Pyrénées est désormais la seule voie de passage vers l'étranger. À cette même date, Mussolini retire son ambassadeur de Paris. Le 31 octobre, fermeture de la grande exposition d'art allemand de Munich. Elle aura accueilli au total 500 000 visiteurs, alors que l'exposition Art dégénéré aura accueilli le triple. Pour ce mois d'octobre, Goebbels commence son journal intime quasiment à la moitié du mois et il revient généralement sur son ministère et il parle des embrouilles entre Rome et Paris. Et il parle évidemment de la visite du duc de Windsor. Il dit « Le duc de Windsor a été reçu avec enthousiasme à Berlin. Il commence un voyage en Allemagne avec sa femme. Je fais sa connaissance l'après-midi à l'occasion d'un thé chez le docteur Lee. C'est effroyable. Chez Lee, un appartement sans goût, une musique trop forte et criarde, une société très mélangée, surtout les dames. Mais le duc est merveilleux, un jeune homme agréable et sympathique, franc et ouvert, doté d'un solide bon sens et d'un regard aigu sur la vie moderne et les problèmes sociaux. C'est un vrai plaisir de s'entretenir avec lui. Il saute sur tous les sujets, s'intéresse à tous les problèmes. Il n'est absolument pas snob. Nous nous entretenons de 1000 choses. Parlementarisme, problèmes sociaux et ouvriers, questions nationales et internationales. Dommage qu'il ne soit plus roi. Avec lui, nous serions parvenus à conclure une alliance. Nous regardons un film réalisé par la KdF. Il est très enthousiaste. Son épouse est simple mais distinguée, élégante mais sans tapage. Une vraie dame. On a renversé le duc parce qu'il avait l'étoffe de devenir un vrai roi. Cela m'apparaît maintenant plus clairement qu'autrefois. Je me suis vraiment pris d'amitié pour lui au cours de ces 3 heures. Un après-midi riche d'agréments et d'enseignements, une personnalité. Dommage, vraiment dommage. Ensuite, Goebbels revient sur les embrouilles en Tchécoslovaquie. Il dit « Les Tchèques ont brutalement maltraité nos Allemands des Sudètes. Je fais donner la presse. On emploie maintenant l'artillerie lourde. Cette racaille de Prague semble s'être réveillée trop tard. Je vais m'immiscer maintenant de façon plus active dans la politique de la presse. Chaque insolence de l'étranger recevra désormais une réponse appropriée. Je me fais préparer quotidiennement les documents à cet effet. L'étranger doit apprendre à nous respecter. » Ensuite, Goebbels parle des élections en France. Il dit « Les élections françaises n'ont pas apporté le raz-de-marée de gauche. Les rouges ont toutefois notablement augmenté. Les communistes ont 74 mandats. Les socialos 155. Ce n'est pas un séisme, mais c'est au moins une assez forte secousse. On ne doit donc se faire aucune illusion. L'Angleterre s'engage à présent fortement en Palestine, mais les Arabes ne lui font pas de cadeaux. Cela ne tient qu'à un fil. » Par la suite, Goebbels nous parle de l'affaire Strunk. Pour information, l'affaire Strunk, c'est un journaliste du Völkischer Beobachter qui fait partie de la SS et qui a fait un duel au pistolet contre un des chefs de la jeunesse hitlérienne. Et ce Strunk est mort suite à ses blessures. L'histoire est que le responsable de la jeunesse hitlérienne avait une liaison avec la femme du journaliste quand celui-ci était en Éthiopie et en Espagne. Et cela s'est réglé par un duel. Donc Goebbels dit « Le Führer est furieux de l'affaire Strunk. Il a rédigé lui-même un communiqué de presse contre les conceptions de l'honneur figées dans leur archaïsme réactionnaire. Grande indignation dans l'opinion publique. Himmler n'a pas de quoi rire pour le moment. Schob vient me trouver et me raconte à quel point le Führer est en colère. Quelque chose doit être changé. L'honneur ne doit pas être mis en conflit avec la justice. Le peuple ne le comprend pas. Le Führer expédie en Espagne le jeune héros de la gâchette. » Par la suite, Prague laisse entendre que la campagne de presse ne serait que l'effet d'une lubie personnelle de ma part, et que Neurath
Et même le Führer serait contre. Je fais dissiper cette illusion par une nouvelle campagne de presse. Je vais un peu aider cette racaille de Tchèques. Nouvelle consigne à la presse, on attaque encore plus fort. Par la suite, la Wehrmacht se mêle à présent de tout. Elle veut assurer sa propre propagande. Je vais contrecarrer cela. Il faut résolument s'y opposer. Funk doit d'abord aller s'entretenir avec Kettel. Puis, je solliciterai le Führer. La Wehrmacht devient un État dans l'État. Cela ne doit pas l'être. Les généraux n'ont jamais rien appris et ils n'apprendront jamais rien. Par la suite, le cas de Hjalmar-Schacht n'est pas encore réglé. Le Führer ne veut rien annoncer pour l'instant. Hjalmar-Schacht est indiscipliné. Mais l'économie ne peut pas non plus être gérée par des amateurs. Par la suite, Goebbels parle d'un discours de Mussolini. Dans son discours pour le 15e anniversaire du régime fasciste, Mussolini prend fortement position en faveur des revendications coloniales de l'Allemagne. Contre Versailles, contre le bolchevisme, il a beaucoup appris de nous autres Allemands. Pour ce mois de novembre, campagne de secours d'hiver marquée par l'affiche « Un peuple cède lui-même ». Pour ce mois de novembre également, le couple Himmler est en voyage en Italie. C'est la seule fois où le couple fait un voyage à l'étranger. Pour information, ils seront également tous les deux en Pologne, mais lui en tant que Reichsführer SS et elle en tant qu'infirmière dans la SS, pour s'occuper des soldats blessés au front. Donc nous ne pouvons pas parler de voyage, donc là c'est bel et bien un voyage de vacances. L'épouse d'Himmler sera impressionnée par ses connaissances historiques. Elle dira que c'est un vrai guide touristique. Ils visiteront plusieurs villes, dont Rome, le Vatican, Naples, Pompéi, la Sicile, etc. Le 2 novembre, le premier hélicoptère est présenté à Berlin, conçu par Heinrich Focke. Le 5 novembre, mémorandum Hosbach, adjoint militaire du Führer, sur la stratégie hitlérienne. Selon le Führer, l'Allemagne, qui compte une population nombreuse, doit augmenter son espace vital afin de constituer un vaste ensemble de races pures. Le moyen serait le recours à la force. L'Autriche et la Tchécoslovaquie seront les premières cibles. Les années 43 à 45 lui paraissent les plus propices. Fritsch Neurath Blumberg, effrayé à l'idée d'une guerre contre la France et la Grande-Bretagne, tente de raisonner Hitler. Ce mémorandum sera présenté au procès de Nuremberg en tant que preuve comme quoi Hitler avait prémédité la guerre depuis longtemps. Pour information, ce mémorandum Hosbach a été pris par le tribunal de Nuremberg et tous les historiens reprennent ce mémorandum. Mais il faut savoir pour information qu'il n'y a pas vraiment de date officielle pour ce mémorandum. Officiellement, Hosbach a pris des notes après la réunion parce que Hitler déteste que les gens prennent des notes devant lui, donc les gens retiennent et ensuite prennent des notes. Donc officiellement, il a pris des notes après la réunion. Et officieusement, il a écrit ce mémorandum après la Seconde Guerre mondiale, semblerait-il, pour justement le procès de Nuremberg. Pour von Below et d'autres dignitaires nazis, cela était une vue d'ensemble politico-militaire de l'Europe en rapport avec l'avenir de l'Allemagne, comme le ferait n'importe quel chef d'État. Par exemple, dans ses plans, Hitler voulait un rattachement avec l'Autriche et la Tchécoslovaquie pour l'année 43-45. Et les généraux ont bien précisé à Hitler que l'Angleterre et la France s'opposeraient à ce genre de projet. Donc que le mémorandum soit exact ou non, nous pouvons bien voir que, d'après les journaux intimes de Goebbels, il y a toujours cette année de 43-45 pour le déclenchement des hostilités, mais pas vers l'ouest, vers l'est. Le 6 novembre, l'Italie adhère au pacte anti-Comintern, constitution de l'axe Berlin-Rome-Tokyo. Le 8 novembre, à Munich, Goebbels inaugure l'exposition « Le Juif éternel », qui succède à l'exposition
le bolchevisme. Le 9 novembre, naissance d'une opposition militaire contre Hitler autour du général d'artillerie Ludwig Beck. Alors cela est vraiment pour ceux qui survolent l'histoire. Beaucoup de personnes qui survolent juste l'histoire pensent que les officiers militaires allemands se sont réveillés après le débarquement et ont ainsi tenté d'assassiner Hitler en juillet 1944, après le débarquement. Alors que, comme vous pouvez l'entendre, déjà en 1937, l'opposition militaire commence à naître. C'est l'embryon de la résistance militaire contre Hitler. La vraie opposition va commencer en 1938. Mais nous y reviendrons. Le 11 novembre, renseignements français. D'après un informateur, les mesures défensives prises près de la frontière germano-belge ne le sont peut-être que pour couvrir une offensive future. Le 19 novembre, le vice-premier ministre britannique, Lord Edward Halifax, rencontre Hitler au Berghof. Reconnaissance des mérites du régime nazi dans la lutte contre le communisme, mais critique de la politique religieuse. Aucune remarque sur l'antisémitisme et les camps de concentration. L'Angleterre tolérera les révisions de frontières voulues par le Reich pour l'Autriche, les Sudètes et Danzig, dans la mesure où elles s'effectueront de manière pacifique. Donc là, c'est un peu le traité de Versailles. L'Allemagne ne peut pas réviser ses frontières à l'ouest, mais à l'est, elle le peut s'il y a négociation avec les pays concernés. À cette même date, à Paris, inauguration de l'Institut Goethe pour la diffusion de la culture allemande en France. Le 22 novembre, Hitler visite l'usine Messerschmitt. On présente un prototype d'avion quadrimoteur à réaction, précurseur du ME-264. Rayon d'action du prototype, 6000 km, 1000 kg de bombes pour une vitesse de 600 km/h. Mais cela n'est qu'un prototype. L'Allemagne n'a pas les matières premières à l'époque pour ce genre d'appareil. Le 23 novembre, conférence secrète entre les représentants de l'industrie américaine et allemande pour mettre au point une collaboration anti-soviétique et rompre avec la politique isolationniste. Pour information, même pendant la guerre, il y aura toujours des échanges entre les Allemands et les Américains, via la Suède principalement. Le 24 novembre, Hitler est invité à l'ambassade japonaise à Berlin par l'ambassadeur japonais Musakoji Kimitomo. Tout simplement, il y a un changement d'ambassadeur japonais en Allemagne. Le 24 novembre également, renseignements français, l'attaché militaire recommande l'envoi d'une équipe de militaires françaises au concours hippique de Berlin. Ces contacts n'ont certes pas d'influence immédiate sur la politique extérieure de l'Allemagne, ils donnent toutefois à quelques officiers français des occasions de connaître un peu les officiers allemands. Pour information, le concours hippique sera annulé à cause d'une épidémie de fièvre aphteuse. Le 26 novembre, en raison de dissensions avec Göring, Hjalmar Schacht démissionne de son poste de ministre de l'économie. Il conserve la direction de la Banque centrale du Reich. À cette même date, au cours d'office, les pasteurs de l'église confessante s'insurgent contre les arrestations qui les frappent et appellent à prier pour les détenus des camps de concentration. Le 28 novembre, à Londres, l'Angleterre et la France se mettent d'accord sur une politique de tolérance envers le Reich afin d'éviter la guerre. Pour ce mois de novembre, Goebbels nous parle de l'affaire Hjalmar Schacht. Donc il dit que c'est Funk qui va prendre la place et qu'il se met en contact avec Göring pour son plan de 4 ans. Goebbels est content que ce soit Funk qui soit ministre de l'économie, mais il dit qu'il faut faire attention parce que Hjalmar Schacht peut encore revenir sur sa décision. Et ensuite, il nous parle encore des problèmes avec la Wehrmacht. Funk est lui aussi allé voir le général Keitel. Notre relation avec la Wehrmacht se clarifie. La Wehrmacht cède. Son département de la propagande est dissous. Nos prérogatives restent assurées. J'y veillerai au plus près avec Blomberg. Par la suite, déjeuner chez le Führer.
nous discutons de l'ensemble de la situation. Dans l'affaire tchèque, retenue provisoire, parce que nous ne pouvons pas encore en tirer de conséquences. Le Führer a fait les mêmes déclarations aux Polonais au sujet des Tchèques. Les Tchèques sont fous. Ils sont entourés de 100 millions d'ennemis et possèdent de la terre et de la population de chaque pays. À leur bonne santé. Traiter le problème colonial de façon dilatoire. Sinon, le peuple finit par penser « c'est si loin ». Ce n'est pourtant nullement le cas. Mais nous ne devons pas gaspiller nos munitions de propagande trop tôt. En outre, un ministre anglais doit venir sous peu rendre visite au Führer, vraisemblablement afin d'instiller la méfiance contre l'Italie. Il n'y réussira pas. Epp regrette notre retenue sur la question coloniale. Il voit s'envoler toutes ses espérances. Il raconte de façon très intéressante son voyage en Suède. Par la suite, hier, immédiatement au Dutch Museum, Göring parle du plan de 4 ans. Son élan est fabuleux, son discours grandiose. Ce qu'il fait est véritablement admirable. Il parle très franchement de ses soucis, prend résolument position contre Hjalmar Schacht, difficulté du ravitaillement, on entame les dernières réserves. La fourniture de fer progresse, Lee est blâmé et cajolé. Dans l'ensemble, un magnifique travail. Göring est un homme complet. Hess le loue de façon un peu froide, mais c'est sans doute plus par jalousie. Donc là, nous pouvons voir que Goebbels est en paix avec Göring. Par la suite, inspectez avec Streicher l'exposition Le Juif éternel. Elle est remarquable dans son propos, mais trop académique et scientifique. Trop de matière. Je fais raccourci et réorganiser. Elle devient alors excellente. Streicher. Celui-ci veut d'abord se contenter de lire un discours modéré de 20 minutes. Mais il en vient à polémiquer sous les applaudissements. Cela dure plus d'1 heure et devient franchement pénible. Par la suite, à Paris, de plus en plus de voix s'élèvent contre Moscou. La lumière commence à se faire. Je fais mettre cela en vedette dans notre presse. Cela indispose fortement les bolcheviks. Shanghai est entièrement aux mains des Japonais. Le Führer doit jouer les médiateurs dans le conflit extrême-oriental. Halifax veut venir à Berlin pour s'entretenir avec le Führer. Sujet, avant tout, la question des colonies. Au Brésil, proclamation d'un régime autoritaire. La Révolution française est en reflux dans le monde entier. Cela vous réjouit le cœur. Par la suite, à Hambourg, un demi-fou a tiré sur Kaufmann avec un pistolet chargé à blanc. Je ne laisse paraître qu'une brève sur le sujet. Mais cette plaisanterie ne doit plus se reproduire. La visite de Lord Halifax est la grande sensation du jour. La presse anglaise ne parle presque que de cela. Je fais saluer très chaleureusement Halifax par la presse allemande. Par la suite, Eldorf me raconte que Himmler s'est exprimé de façon très inamicale à mon endroit. Il doit tout aussi bien me haïr. Tout son être respire la stérilité. C'est un petit homme et il n'a aucune envergure. Laissez tomber. Par la suite, visitez l'exposition internationale de la chasse. Les nouveaux bâtiments d'exposition sont très beaux, mais l'exposition elle-même est une chambre mortuaire, épouvantable. La chasse est une cochonnerie. Tout homme doué de sens esthétique doit éprouver un frisson là-devant. Je reviens très déprimé à la maison. Par la suite, le Führer me fait aussitôt appeler dans sa loge et il est très aimable avec moi. Il me parle de Halifax. Un bloc de glace, dur comme du cuir. L'entretien a duré 4 heures et il n'en est pas sorti grand-chose. Halifax a cherché à piéger le Führer par la séduction sans succès. Il voulait l'ajournement de la question coloniale en échange d'une carte blanche pour nous en Europe centrale. Le Führer lui a répondu que tout était en ordre en Europe centrale. La tentative de nous séparer de l'Italie a également échoué. L'entretien s'est terminé en queue de poisson. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il rencontre également Lord Halifax, qu'il le trouve très calme, posé et intelligent, et
Il dit que Halifax aimerait un rapprochement entre l'Angleterre et l'Allemagne et qu'il va œuvrer dans ce sens. Goebbels nous parle également des victoires japonaises sur la Chine et il pense que après la Chine, le Japon s'attaquera à Moscou et que cela sera bénéfique pour l'Allemagne. Et il nous parle aussi des Juifs, il nous dit qu'ils doivent quitter l'Allemagne et toute l'Europe, que cela prendra du temps, mais qu'au final, il n'y aura plus de Juifs en Europe, et que Hitler y est complètement résolu. Pour ce mois de décembre 1937, les témoins de Jéhovah procèdent à une nouvelle distribution de tracts. Cela déclenche une nouvelle vague d'arrestations et à la quasi-destruction du mouvement. Le reste des membres de l'organisation seront arrêtés pendant la Seconde Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah refusant de servir dans l'armée. Également, début décembre, Hitler rend visite à Ludendorff. Pour décembre également, fin des travaux d'élargissement de l'aéroport Berlin-Tempelhof, étendant ses capacités à 6 millions de voyageurs. Je n'ai pas vérifié, mais d'après les autorités allemandes, c'est le plus grand aéroport du monde. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le plus grand, c'est l'un des plus grands. Le 11 décembre, Mussolini annonce le retrait de l'Italie de la Société des Nations. Le 14 décembre, le ministre de l'Intérieur, Wilhelm Frick, promulgue un décret pour mettre un terme définitif à la criminalité. L'état civil commence à fournir des Annenpass exigés dans toutes les organisations gérées par le parti nazi. Selon le texte officiel, il est censé devenir tôt ou tard une carte d'identité obligatoire pour tous les membres de la communauté raciale populaire allemande. Pour cela, il faut fournir la preuve tangible de sa pureté raciale jusqu'en 1800. Le 15 décembre, en Espagne, la bataille de Teruel commence. Cette bataille marque le tournant de la guerre civile espagnole. Le 18 décembre, à Rome, un accord sur la coopération économique entre l'Italie et l'Allemagne est signé. Le 20 décembre, mort du général Erich Ludendorff à l'âge de 72 ans. Le 21 décembre, le ministre de la guerre Werner von Blumberg propose un plan de conquête de la Tchécoslovaquie. Le 22 décembre, le général Ludendorff est enterré avec tous les honneurs. Hitler organise des obsèques nationales. Pour cette fin décembre, le nombre de chômeurs passe sous la barre des 900 000. Pour ce mois de décembre, Goebbels nous dit « Hier, la question du paiement des jours fériés n'est pas encore réglée. Göring s'est trompé en parlant au Führer. Il a dit 26 millions au lieu de 226. Un lapsus lourd de conséquences. Il faut voir maintenant comment on va s'en sortir. Les journaux font de grosses manchettes sur le sujet, avec des lauriers anticipés pour Göring. Mais Funk est au désespoir. C'est lui qui doit servir la soupe. » Goebbels nous dit également que, d'après des statistiques, l'Allemagne est en tête de tous les pays européens pour les mariages. Par la suite, Goebbels nous parle des lois contre l'adultère, qui sont un sujet du gouvernement allemand depuis plusieurs mois. Hier, conseil de cabinet le matin, toute une série de lois. Avant tout, poursuite du débat sur le nouveau code pénal. Dur combat autour de l'adultère. Faut-il ou non le punir ? Je suis contre, et presque tous les autres aussi. Nous finissons par nous mettre d'accord. Sanction uniquement sur plainte de la victime, et lorsqu'il y va de l'intérêt public. Vivement débattu aussi des écrits immoraux qui excitent la jeunesse. Là encore, adoucissement. Pas de commission de chasteté. Le Führer se prononce de façon cinglante contre l'hypocrisie morale. Article sur le viol. Les violences commises par les Juifs sont passibles de mort. Par la suite, l'ambassadeur de Moscou à Berlin ne reviendra plus. Ce Yureniev peut être mis au nombre des morts. Staline procède aujourd'hui à une élection démocratique à coups de fusil. Par la suite, le soir à 11h, Mussolini proclame le retrait de la Société des Nations. C'est la grande sensation. Genève n'est plus qu'une ligue tronc. On ne va plus appeler cela que l'entente de Genève. L'Allemagne va déclarer aujourd'hui
qu'elle n'y retournera jamais. Par la suite, Goebbels dit qu'il a un entretien avec l'ancien président du Conseil français, Flandin. Il dit que cela était prévu pour 20 minutes, mais cela a duré plus de 2 heures. Il dit que c'est un homme très intelligent et très assuré, et qu'il sait exposer clairement son point de vue. Goebbels revient avec lui sur la presse française, qui ne fait qu'attaquer l'Allemagne, et Flandin dit qu'il croit pouvoir calmer un petit peu la presse parisienne. Ils reviennent sur la Société des Nations, et que l'Allemagne refuse de revenir au sein de la Société des Nations, que Flandin le comprend parfaitement, et Goebbels dit qu'il n'y a pas de différends territoriaux avec la France, que les seuls problèmes de l'Allemagne c'est Danzig et la Bohême, et que cela ne concerne en aucun cas la France, et que l'Allemagne voudrait retrouver ses colonies, ou du moins des colonies. Et Goebbels finit leur conversation en disant que l'Allemagne ne revendique rien qui touche à l'intégralité vitale de la France. Par la suite, Goebbels nous parle également que les Japonais ont coulé un navire américain et bombardé un navire anglais. Et Goebbels rajoute que les Japonais sont un peu imprudents. Par la suite, Goebbels nous parle des États-Unis. Roosevelt s'enfonce dans une crise grave. Le Congrès ne cesse de le désavouer, et il n'a pas derrière lui de mouvement populaire qui puisse le couvrir et le défendre. Par la suite, Goebbels nous dit que Hitler parle de Ludendorff. Parler longuement de Ludendorff avec le Führer. Il dépeint de façon saisissante comment il a défilé pour la première fois devant lui sur le terrain en tant que soldat. Puis, comme il l'a retrouvé en 1922 à Munich. À cette époque, Ludendorff était encore totalement apolitique. Il n'avait pas d'idées bien précises, elles ne lui ont été apportées que par le parti. C'est un pur soldat, il manquait d'instinct et de doigté sur le plan politique. Le Führer lui a consacré un éloge funèbre des plus glorieux. Il est heureux et fier de ne jamais s'être laissé aller à une attaque personnelle contre Ludendorff, malgré la dureté de certaines agressions dans l'autre sens. Il est seulement dommage que ce grand homme soit tombé sous la coupe d'une aussi médiocre philosophe. Mais ce sera oublié et son étoile brillera de nouveau au firmament. Au demeurant, il n'aurait pas pu se tenir à côté, encore moins derrière le Führer. Ludendorff était une nature de seigneur. Là où il est parti, il appartient de nouveau à l'ensemble du peuple. Par la suite, Goebbels dit qu'il offre un cadeau à Hitler pour Noël. J'offre au Führer 32 excellents films des 4 dernières années et 12 films de Mickey Mouse, dans un merveilleux album coffret artistique. Il se réjouit beaucoup du cadeau et il est tout heureux de ce trésor qui va lui procurer, je l'espère, beaucoup de joie et de détente. Pour information, Hitler aime les Walt Disney et particulièrement les Mickey. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il doit effectuer un voyage en Égypte, mais plus tard dans son journal intime, il nous dit que ce voyage est annulé, semblerait-il, parce qu'il devait prendre trop de garde du corps avec lui et que cela lui aurait retiré le plaisir du voyage. Par la suite, le pape a prononcé un discours ignoble contre l'Allemagne. Il n'a rien dit contre Moscou. Perversion idéologique. J'interdis à la presse allemande de traiter ces déchets. Par la suite, fin décembre, Goebbels nous parle de l'international. Grève à Paris. En outre, sérieux débat financier au Sénat. C'est bien la peine qu'il se moque de nous. Le Japon marche sur le Shandong. L'incident avec les États-Unis est clos. Staline continue les exécutions en série. Un malade, déficience cérébrale, fléau de l'humanité. Et pour cette fin d'année, Goebbels nous dit qu'il va au théâtre et il nous parle pour la première fois de Barova, comme quoi elle joue très bien. Et si vous avez vu le hors-série sur Joseph Goebbels, Barova deviendra sa maîtresse. Donc c'est Lida Barova, une actrice, et il aime tellement qu'il était sur le point de divorcer de sa femme Magda et même de quitter son poste de ministre de la propagande, jusqu'à ce que Hitler intervienne. Il y a un film qui est fait sur son histoire, cela s'appelle La maîtresse du diable, et qui je trouve est très bien fait.
Par la suite, Goebbels nous parle une nouvelle fois de l'international. Goga nommé et assermenté en Roumanie. Un cabinet radical, nationaliste et antisémite, qui va vraisemblablement gouverner de façon autoritaire avec le soutien de la garde de fer et sans le Parlement, et rechercher fortement et résolument l'alliance de l'Allemagne contre Moscou. Le gouvernement brésilien cherche auprès de nous des documents contre le Comintern. Autre raison de se réjouir, Moscou traverse en ce moment une mauvaise passe. L'Irlande a été rebaptisée IR, adoption d'une nouvelle constitution, totalement libérée de l'Angleterre. Le roi anglais n'y est pas mentionné une seule fois. À Paris, la crise s'aggrave. Forte critique au Sénat contre la politique étrangère du Front populaire. Tout à fait justifiée. Elle a apporté à la France défaite sur défaite. Et voici, de plus, que la grève générale éclate à Paris. Conséquence de la faiblesse du gouvernement, si cela continue, ce pays est perdu à long terme. On doit combattre le bolchevisme avec courage et ne jamais reculer devant lui. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.